Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Benoît Leroy, le fondateur de Nachos, l'enseigne de restauration rapide qui développe le concept de fast goods. Comment donner des bons produits tout en restant compétitif sur les prix? Réponse juste après ces titres. Dans notre Zoom, on parlera de la consommation énergétique des lieux publics. L'État, les collectivités locales administrent des millions de mètres carrés de bureaux, d'écoles, d'hôpitaux. On verra s'ils peuvent devenir exemplaires et à quel coût. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Noil Motors qui propose de convertir les scooters à essence à la motorisation électrique. Alimentation, énergie, mobilité, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Benoît Leroy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Nachos, enseigne de restauration rapide. Quelques chiffres, ça représente 30 restaurants, dont 23 franchises, 2 500 000 repas servis chaque année, 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires annoncé en 2024 de plus de 20 millions d'euros. C'est de la cuisine mexicaine. Alors, vous dites pas fast food, vous dites fast good. Pourquoi? C'est quoi ce concept? Effectivement, alors depuis la création, le combat qu'on a chez Nachos, ou alors ce qui nous passionne, c'est de démocratiser la nourriture mexicaine en France et de démocratiser à travers l'essor du fast-good. Le fast-good, c'est le fast-food en plus sain et en plus... C'était déjà une préoccupation en 2013. Quand vous créez Nachos, vous avez déjà ça en tête? Oui, ou c'est venu petit à petit? Effectivement. En fait, en 2013, il y avait plusieurs restaurants. Il y avait des restaurants type, je ne sais pas si on peut les citer, oui, allez-y, McDonald's, Quick, qui sont des gros acteurs du fast-food. Et l'essor du fast-good n'était pas trop là. Aujourd'hui, en fait, c'est faire plaisir à une clientèle en la servant rapidement et en étant accessible, tout en travaillant des produits de qualité. Donc chez nous, on cuisine chaque matin des produits frais. Et nos viandes sont françaises, pas de produits surgelés pour composer les plats. Donc on est dans du fast-food à travers la rapidité de service et dans du fast-good à travers l'ambiance qu'on va avoir dans le restaurant et puis la qualité des produits qui vont en ressortir. Alors, dans la clientèle ciblée, du coup, allez-y. La clientèle ciblée vont être les clients qui vont se reconnaître dans le produit qu'ils vont manger. Ça veut dire qu'ils le savent, c'est-à-dire ils rentrent, parce que parfois on rentre dans une enseigne de restauration rapide sans forcément se dire tiens, je fais une démarche pour une nourriture saine ou pour des circuits courts, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est tout notre combat en fait. On a deux approches. Donc le Mexicain à démocratiser, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut faire rentrer un client en lui disant qu'on a un concept mexicain, ce qui est peu connu en France aujourd'hui. Et le deuxième, c'est de dire, ça va être dans le discours client et dans l'approche qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on veut un service client de proximité où on va expliquer tout au long de la conception du produit la qualité des produits qu'on a fabriqués le matin. Donc notre guacamole est écrasé chaque matin à la fourchette, nos haricots mijotent toute la nuit dans du cumin, de l'origan, avec des petits oignons. Enfin voilà, on est vraiment... Nos sauces sont faites maison avec des piments qu'on importe. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose et on retrouve tout l'ensemble de ces saveurs finalement à la fin en dégustant. On n'est pas dans quelque chose de... Avec cet élément, toujours sur ce qu'attendent les Français finalement en termes d'alimentation saine, mais peut-être aussi de leur restaurant, 77% des Français qui tentent de privilégier les produits alimentaires locaux et aimeraient en trouver plus souvent au restaurant. Si on prend l'exemple des viandes, donc on va rentrer dans le détail. Quel choix vous faites et est-ce que dès le début, vous avez pu créer Nachos en disant tiens, on va travailler sur des viandes françaises ou est-ce que cuisine mexicaine, ben non, on va faire venir de la viande d'un peu plus loin? Notre message, c'est saveur mexicaine, savoir-faire français. Donc depuis le premier jour, notre volonté, c'était de travailler des produits de qualité, d'avoir la clientèle qui nous ressemble, qui veut manger quelque chose de bon et pas dénaturer le Mexicain à travers des produits sans goût. D'accord. Et donc vos viandes, elles viennent d'où? Nos viandes viennent de France depuis le premier jour. Après, d'où exactement, on n'est pas, on source pas en local. On travaille alors quand c'est possible. Alors, on est très regardant sur la qualité de nos fournisseurs. On a des labels type bons et engagés sur nos produits, sur nos approvisionnements. Par exemple, on a sorti une nouvelle protéine en ce moment et qui est
j'ai perdu le terme. Qui fait attention aux agriculteurs. D'accord. Et du coup, on est vraiment engagé avec eux dans tout ça. Donc un accompagnement de vos fournisseurs, c'est ça l'idée ? L'idée, non. Enfin, on source nos fournisseurs par rapport à leur charte qualitative et à leurs engagements. C'est surtout ça l'idée. D'accord. Et donc les produits qu'on va retrouver chez nous sont des produits qu'on aura sélectionnés. Ça veut dire que sur les circuits courts, parce que quand vous avez une trentaine de restaurants, vous êtes un peu partout en France, vous êtes concentré sur la région parisienne. Voilà, on a une stratégie très large en France et on est partout en France. D'accord. Est-ce que c'est possible, je ne dis pas que c'est forcément possible, mais pour chaque franchise d'essayer de s'approvisionner dans un rayon de 100 km autour du restaurant ou de la ville où il est, ou est-ce que c'est finalement assez compliqué parfois ? On a deux types de fournisseurs. On a des fournisseurs parce qu'on est obligé qui sont nationaux. Bien sûr. Et on a des fournisseurs qui sont également nationaux mais avec des antennes locales et qui ont des acheteurs en local. Et donc là, l'enjeu et les engagements qu'ont ces acheteurs en local, c'est de s'approvisionner dans leur région, en local, quand il est possible de le faire. Quand on dit fast-food, on dit rapidité et prix. Alors comment vous faites pour rester compétitif en privilégiant de la viande française, des produits frais, des produits sains? C'est là toute la puissance du concept. La rationalisation des tâches. Depuis le premier jour, en fait, c'est à partir d'un certain nombre de clients où le restaurant va trouver sa rentabilité. C'est-à-dire que le matin, qu'on fasse à manger pour 100 personnes, 150 personnes ou 200 personnes, on ne va pas doubler la masse salariale. Et donc, en fait, on va baisser le coût produit. Donc, plus on a de personnes, c'est pour ça qu'on cherche à s'implanter dans des grands centres commerciaux, en emplacement numéro 1, vraiment pour générer du volume. Et c'est le volume qui va nous faire avoir un prix accessible. Aujourd'hui, manger chez nous un plat type une faritas, un burrito, c'est en dessous de 10 € en plat seul, avec des viandes françaises, avec des produits de qualité. Donc vraiment, tout l'enjeu, tout le mécanisme et toute la puissance du concept est dans la rationalisation des tâches. C'est 3 personnes le midi pour servir rapidement, puisqu'on est capable de servir un client toutes les 30 à 50 secondes d'encaissement. Donc c'était vraiment notre promesse initiale. Accessible, rapide, pour répondre à une demande de proximité. Vous avez une clientèle jeune, j'imagine. Pas tant que ça. On n'est pas dans le 14-18 ans. Notre clientèle, c'est vraiment, et je m'en surprends encore aujourd'hui en allant dans le restaurant, dans des restaurants que j'ai lancés, très féminine. Et donc souvent, on pourrait se dire, il y a beaucoup de femmes qui attendent pour manger mexicain, alors que ça peut être bourratif, ça peut être épicé, mais tout ça, chez nous, ça ne l'est pas. On repart en ayant mangé un bon produit, avec un bon dessert qui a été également fait sur place. Donc notre cœur de cible, c'est la femme à hauteur de 56% de 29 ans. Donc on a une clientèle de 25-35 ans. Et plus largement, on vient manger chez nous de 7 à 77 ans parce qu'on va se retrouver sur des moments plus larges. Oui, alors et on parlait de l'engagement des consommateurs, ce qu'ils demandent éventuellement à un restaurant en termes de sourcing des produits, de qualité, etc. Et le rapport à la viande, je veux bien vous entendre là-dessus, parce que est-ce qu'il y a à votre carte des produits véganes ou végétariens, et est-ce que c'est une demande qui augmente même quand on va dans une chaîne de restauration rapide mexicaine? Alors nous, ça fait déjà quelques années qu'on a sorti un produit pour répondre à la demande, qui monte en puissance un peu plus chaque année. Et je dirais que ça dépend même des régions. Il y a des régions où on a plus de sensibilité sur des produits qui vont être végétariens. Donc nous, c'est un chili sin carne, donc à base de protéines de soja bio et françaises, toujours dans nos engagements de protéines françaises. Et vous en vendez de plus en plus, c'est ça? Et on a une demande qui est croissante. On a commencé à 5%, on a dépassé les 10%, et là on avoisine les 15% sur certains sites. Donc on a une demande qui est croissante. Bon, c'est la question qui augmente, le flexitarien, tout le monde ne met pas végétarien, mais des personnes font attention de temps en temps. Oui, ils mangent moins de viande que d'habitude et donc vont faire ce choix-là. Si on généralise un peu sur cette idée-là de fast good plutôt qu'un fast food, est-ce que vous êtes finalement nombreux à avoir pris ce chemin-là aujourd'hui? Je dirais de plus en plus. Vraiment, alors j'ai créé Nachos en 2013 et depuis 2013, j'ai pas été le seul à rentrer dans
dans ce fast-good. Disons que les brasseries, les restaurants avaient besoin de concurrents et on a été nombreux à travers différentes enseignes à travailler la qualité de nos produits. Et c'est de la vraie qualité, c'est pas marketing, on travaille vraiment sur des qualités produits qui sont Pensez que vous avez un rôle pour transformer l'économie? Parce que finalement, c'est une démarche, on peut mettre plein de mots, hein, citoyenne, politique, il faut employer tous les termes qu'on veut, mais est-ce que, voilà, vous, en tant que chef d'entreprise, créateur d'entreprise, vous dites, tiens, j'ai un rôle à jouer? Je pense, oui. Je pense qu'on le fait au quotidien à travers ces petites actions qui peuvent avoir, qui sont importantes si elles sont répétées à plus grande échelle. Et c'est la sensibilité. Il faut surtout sensibiliser les clients sur ce qu'ils mangent. Les clients s'en rendent compte, en fait, rentrent chez nous et se rendent compte de ce qu'on fait et reviennent chez nous parce qu'ils s'en rendent compte. Donc on a un gros effet bouche à oreille et puis c'est tout cet écosystème qui grandit au fur et à mesure qui fait qu'on va être de plus en plus sensible. Et on va voir le fast-food autrement. Oui, ce qui vous oblige à une forme de transparence aussi et à devoir potentiellement rendre des comptes. C'est-à-dire que si vous communiquez auprès de vos clients sur cette promesse-là, il faut la tenir. Ah, c'est tout l'enjeu, oui. On n'a pas la volonté de tricher. La transparence, chez nous, ça fait partie, depuis le premier jour, ça doit être écrit sur les murs. On a des relations humaines qui sont transparentes dans les équipes, avec nos franchisés et avec nos clients finaux, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Benoît Leroy. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe au zoom de ce Smart Impact, la consommation énergétique des bâtiments publics. C'est le zoom de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mon invité Guillaume Niec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur commercial d'Energism, entreprise créée en 2004, éditeur de logiciels. Votre métier, c'est quoi? C'est de faire baisser la facture énergétique de vos clients, en quelque sorte? Oui, effectivement. Alors c'est un des premiers enjeux, hein, bien évidemment. C'est aussi comprendre ce qu'on consomme, comment on le consomme et pourquoi on le consomme, pour mieux agir derrière, pour mettre en place des plans d'action qui sont pertinents, qui sont performants, et ensuite mesurer l'efficacité de ces plans d'action. Ouais. Alors, avec quelle solution? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors, le métier de base d'Energism, c'est d'être un éditeur de solutions logicielles. Donc, notre principale expertise, c'est la data. Comment la donnée peut nous apprendre, justement, comment consomme un bâtiment et comment agir pour réduire les consommations. Et c'est aussi du service, parce qu'il faut accompagner cette analyse par du service. Donc, accompagner les différents clients que nous avons, qui sont assez hétérogènes, qui vont du fournisseur d'énergie à l'exploitant. Je crois que vous avez reçu Cyril Pouet, le DG de Spin, qui est Speed Facilities et est un de nos principaux clients. D'accord. Un gros utilisateur de notre plateforme pour opérer leur métier. Donc fournisseurs, exploitants, bureaux d'études. Et tout ce qui va être aussi les consommateurs finaux, donc collectivités, bâtiments tertiaires. Oui, évidemment, on va beaucoup parler des collectivités dans ce Zoom. On peut prendre un exemple tout de suite. Tiens, le musée Jacques Chirac, musée emblématique à Paris, anciennement appelé musée des Arts Premiers. Quelles actions, qu'est-ce que vous avez mis en place et avec quels résultats? Là, c'est un bel exemple de complémentarité et de partenariat, puisque on opère donc tout ce qui est mesure des consommations avec un partenaire qui est Schneider, qui lui va plutôt aller dans l'instrumentation du bâtiment, donc c'est-à-dire comprendre plus finement comment se comporte le bâtiment, quels sont ses usages. Et en fait, cette complémentarité permet d'un côté d'aller assez profondément dans la compréhension des enjeux, et puis derrière, la remontée des informations, l'analyse, et ce qui a permis d'avoir à peu près 30% d'économie d'énergie via la complémentarité de ces solutions. Ouais. Voilà. Alors, ces data, elles sont où? Est-ce qu'elles sont faciles à récupérer pour ensuite les analyser? Alors ça, c'est un des principaux enjeux auxquels nous devons faire face. Alors on a de la chance en France, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont accessibles. Et puis après, il y a des données qu'il faut générer. Donc il faut aller investir dans ce comptage pour mieux comprendre la structure de consommation des bâtiments. Donc on va avoir des données qu'on appelle très macro, donc les factures. Alors, une facture, c'est une fois par mois. Donc en termes d'analyse, ça a ses limites. Après, on a ce qu'on appelle les données de consommation issues des gestionnaires de réseaux de distribution, donc Enedis, GRDF pour les principaux. Donc là, il y a des compteurs qui envoient des infos. Donc tout le monde connaît aujourd'hui le compteur Linky, qui est pour les particuliers et les petits professionnels est un compteur communicant. Les plus gros compteurs sont communicants depuis beaucoup plus longtemps, donc ça, on a une facilité d'accès à cette donnée-là. Et donc là, on a une donnée assez fine, puisque c'est ce qu'on appelle une donnée de 10 minutes. Donc on a toutes les 10
10 minutes une information de consommation. Et puis après, quand on va aller plus en avant, on a les GTB. Donc gestion technique du bâtiment, c'est ça ? Et tout ce qui va être globalement l'IoT, donc les objets connectés qui vont permettre de... Mais ça veut dire que c'est pas vous qui, enfin, vous partenariat avec Schneider ou avec Spiff Facilities, mais vous posez pas les objets connectés, vous avez des partenariats pour ensuite récupérer les données de ces objets connectés, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, et un des pivots qu'a mené Energisme, c'est de devenir, en plus d'être un éditeur, un opérateur global de services à l'énergie. Donc effectivement, on va s'appuyer sur des partenaires, sur des expertises, pour aller proposer des solutions globales à nos clients. Donc effectivement, on va pouvoir aller déployer ces solutions de comptage grâce à l'expertise de nos partenaires, pour avoir plus de finesse dans l'analyse. Ouais, alors on a pris un premier exemple de bâtiment public, le musée Chirac. Quelques chiffres concernant Energys, c'est 2500 clients directs et indirects, plus de 500 000 sites déployés, plus de 800 000 compteurs connectés. Je voudrais qu'effectivement on en vienne au thème général sur ce rôle des collectivités, de l'État dans la transition énergétique. J'ai même pas pu trouver de chiffres, quoi. Je ne sais pas combien de millions de mètres carrés de bureaux, d'écoles, d'hôpitaux. Enfin, on parle d'un parc gigantesque. C'est assez complexe. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, globalement, le bâtiment tertiaire représente 44% des consommations énergétiques en France. Ouais. Que les collectivités ont un rôle crucial à jouer, parce que majoritairement, l'ensemble des bâtiments ont été construits avant 1975. Donc il y a un enjeu de rénovation, il y a un enjeu aussi d'analyse et de compréhension du parc et du patrimoine public, et il y a un enjeu d'exemplarité. Aujourd'hui, il y a énormément de réglementations qui poussent en faveur de l'efficacité énergétique. On ne peut pas demander aux entreprises privées de faire beaucoup d'efforts et pas les faire soi-même. Voilà, et malheureusement, il y a aussi des enjeux d'expertise, de compétences internes, des enjeux de budget, bien évidemment, au sein de ces collectivités, qui font que, en fait, on a différents niveaux de maturité auxquels il faut s'adapter. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. L'exemplarité, en fait, ça va dépendre des collectivités, des régions, des départements. Il y a certains qui sont plus avancés que d'autres. Exactement, ça va. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de leviers, de subventions, d'aides qui vont accompagner les collectivités dans ce travail-là de sobriété. Il y a des collectivités qui vont avoir aussi la capacité d'internaliser ces compétences et ces expertises. Donc on parle d'économes de flux, on parle d'énergie managers qui sont présents au sein de ces organisations et qui vont forcément apporter leur expertise et permettre d'accélérer. Il y a aussi des mécanismes, typiquement les conseillers en énergie partagée. Donc là, on va mutualiser une compétence à l'échelle de plusieurs collectivités pour aider les plus petites à évoluer, à aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que l'enjeu de la maturité au sein des collectivités est un vrai enjeu aujourd'hui pour aller... Mais je vous entends parler des subventions. C'est vous qui les aidez à ne pas passer à côté de subventions. Ça me semble... C'est contre-intuitif de se dire qu'une collectivité locale ne va pas forcément trouver la subvention. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois tout à fait. Alors non, c'est pas nous. Nos solutions sont éligibles à des subventions. D'accord. Donc c'est ça qui va permettre des fois d'activer le levier. Voilà. Bon, très bien, parce que j'étais un peu surpris de ça. Vous dites que c'est des bâtiments qui ont souvent été construits avant les années 75. Ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas adaptés aux impératifs d'aujourd'hui ? Ou alors ils ont été petit à petit améliorés ? Ils sont petit à petit améliorés. Il y a ce qu'on appelle des schémas directeurs énergétiques et immobiliers qui sont mis en place justement pour pouvoir évaluer l'état du parc. Et à certains moments, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux déconstruire un bâtiment plutôt que d'essayer de le mettre aux normes et qu'il soit le plus sobre possible. Et c'est tout l'enjeu de ces schémas directeurs que d'avoir un état des lieux du parc. Quand on parle de rénovation, c'est des investissements lourds. Alors là, c'est pas votre partie, mais non, c'est pas notre partie. Mais j'imagine que quand vous arrivez avec des solutions, on a une collectivité locale, je veux dire, qui par exemple gère un collège et lycée, qui se dit est-ce que ça sert à quelque chose de mettre en place ces solutions-là si en fait je dois faire une rénovation totale qui va me coûter tant de millions d'euros ? Alors là, c'est justement plus l'expertise d'un SPI d'aller sur ce terrain-là. Nous, ce qu'on va permettre, c'est de hiérarchiser
un petit peu et d'avoir une vision sur quels sont les bâtiments sur lesquels les investissements sont les plus pertinents parce que les retours sur investissement seront les plus rapides. Voilà, c'est toute l'analyse des données qui permet justement de faire ça, l'analyse de la facture. Et il y a différents niveaux d'action, hein. Il y a de la régulation ou du comportemental, donc comment on s'adapte à l'usage du bâtiment. Et puis après, il y a des rénovations plus lourdes qui engagent plus de budget et, et qui nécessitent un peu plus de réflexion. Ouais. Il y a encore des collectivités qui fonctionnent au fichier Excel ? Ça arrive, bien sûr. Oui, et vous arrivez avec des solutions qui fonctionnent notamment avec de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous parlez toujours le même langage ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut un peu acculturer, il faut accompagner, il faut expliquer. C'est vrai qu'on a des collectivités, des métropoles, des conseils départementaux qui sont très avancés, qui maîtrisent déjà très bien leurs données, qui ont déjà des outils. Même nous, quand on arrive, ils ont déjà l'expérience d'avoir utilisé des solutions comme les nôtres. Et puis, il y a des collectivités, parce que le patrimoine n'est pas forcément très important, qui s'en sort sur Excel. Voilà, l'objectif derrière, c'est d'automatiser, de passer plus de temps dans l'action que dans la mise à jour de ces fichiers. Et alors, la part de l'intelligence artificielle, son rôle dans les solutions logicielles que vous proposez ? Alors, elle joue un rôle aujourd'hui de plus en plus fort dans ce qu'on appelle le pilotage intelligent des bâtiments. Donc, il y a un certain nombre de réglementations, notamment le décret BACS, qui impose à certains bâtiments de s'équiper d'une GTB et de pouvoir piloter... Donc, gestion technique du bâtiment. Toujours. Et de pouvoir piloter de façon intelligente les différents usages du bâtiment. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille assez fort aujourd'hui. C'est comment on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, avoir une régulation en temps réel et aller chercher le meilleur usage, la meilleure consommation au meilleur moment. Voilà. Ça veut dire anticiper les pics de consommation, détecter des surconsommations, par exemple. Il y a ces cas de figure. Détecter, mais aussi pouvoir se dire, tiens, je constate que à cet étage de ce bâtiment, en fait, l'étage est vide. Donc effectivement, comment je vais réguler la consommation énergétique de cet espace-là par rapport à son taux d'occupation. Donc il y a plein d'applications aujourd'hui qui sont possibles grâce à l'IA. Il y a aussi la génération de plans d'action un petit peu automatisés grâce à, tiens, j'ai un site qui est la même typologie qu'un autre site, je sais que cette action peut marcher et fonctionner sur cette typologie de bâtiment-là, donc je vais pouvoir apprendre de ces actions-là et pouvoir les proposer sur des bâtiments de même catégorie, avec les mêmes structures de consommation, etc. Donc ça permet d'aller plus vite. Il y a toujours l'expertise humaine qui est très forte et qui est nécessaire, mais ça permet de gagner énormément de temps. Merci beaucoup Guillaume Niecq et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation. Smart Ideas avec Victor Brément, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Noil, créé en 2019 avec Clément Flo et Raphaël Sedbon. Et avec quelle idée, c'est quoi Noil ? Tout à fait. Merci de me recevoir tout d'abord. Noil, l'idée est simple, convertir les véhicules 2 et 3 roues thermiques en véhicules électriques. Donc tout est parti d'un vieux scooter qu'on avait et qu'on souhaitait finalement, à qui on souhaitait redonner une seconde vie, une nouvelle vie, plus respectueuse de l'environnement. Et de ça, on a créé Noil. D'accord, Noil comme no oil, c'est ça ? Exactement, tout simplement. Bon, parfait. Il y a 1 million de scooters à essence en circulation en France. Ça donne une idée du marché. Quel défi ? Est-ce que c'est compliqué le terme c'est rétrofiter un scooter à essence, de le transformer en scooter électrique ? Alors notre travail à nous, c'est de rendre ça très simple. Donc il y a des homologations qu'on passe en amont, donc des ingénieurs finalement qui travaillent sur nos kits d'électrification pour que nos installateurs partenaires, donc des garages qu'on a à peu près partout en France, on en a au nombre de 200, puissent les installer très facilement sur les véhicules de nos clients. Ça a supposé de la recherche et développement, des brevets à déposer pour être opérationnel aujourd'hui ? Exactement, il y a un long travail de recherche et développement que font nos ingénieurs qui permettent de continuer à étoffer notre gamme. Donc on a déjà converti en 2 ans et demi plus de 2000 véhicules. Donc on continue à faire ce travail puisqu'en 2025, on en convertira également 2000. D'accord. Et donc, alors, pour bien comprendre, ça veut dire qu'en fonction du modèle, il faut une
j'allais dire, certifications différentes, c'est ça? Exactement, alors c'est à peu près ça, Ouais. en fonction du modèle ou au moins de la cylindrée de véhicule. Donc par exemple, on va avoir un kit d'électrification pour les scooters 50 cm3, on va avoir un kit destiné aux cyclomoteurs anciens et ainsi de suite. C'est rapide? La durée, allez, je fais mon client. Combien de temps ça va me prendre? Combien ça va me coûter? Alors nous, on simplifie tout pour les clients et après, une fois que vous avez déposé votre véhicule chez l'un de nos garages partenaires, 48 heures après, vous repartez avec un véhicule 100% électrique. 48 heures. Et alors, le prix, j'imagine, ça dépend de la cylindrée, ça dépend du modèle. Bon, allez, tiens, je continue de faire mon client. J'ai un vieux Vespa que je veux transformer en électrique. Combien ça peut me coûter? Alors ça va commencer aux alentours de 1 300 € pour convertir votre scooter, du coup 50 cm3, Ouais. en scooter électrique. D'accord, donc le prix, bon, voilà, on va dire que c'est honorable. Est-ce que, alors, il y a l'impact environnemental qui est évident. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces scooters si on ne les transforme pas? Est-ce qu'il y a des pièces détachées qu'on récupère? Voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont à la casse? Malheureusement, c'est plutôt la casse qui est leur destination. Donc l'idée, nous, c'est vraiment de leur donner une seconde vie, d'éviter cette casse et de leur permettre de prolonger leur vie et ainsi être un peu plus respectueux de l'environnement. Et ça évite également de reproduire un scooter de A à Z, neuf, alors que finalement, on a un parc de véhicules, donc 1 million sur les scooters, mais 3 millions sur les deux roues en général, rien qu'en France, 38 millions en Europe. Oui, donc c'est effectivement un marché très important. À quel point vous allongez la durée de vie d'un scooter? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait, comment je peux poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un scooter à essence va d'un seul coup moins bien marcher? En général, c'est le moteur ou... En général, le moteur fatigue au bout d'un certain temps, parce que c'est des véhicules qu'on ménage peu. Donc c'est des véhicules qui vont vite être usés, dont les moteurs vont être fatigués, alors qu'un moteur électrique, finalement, la vie est immortelle, si on peut le dire ainsi, d'un moteur électrique. Donc vous pouvez profiter de votre véhicule un nombre incalculable d'années. Donc on va prolonger plusieurs années la durée de vie du scooter. Est-ce qu'en termes d'entretien, c'est plus ou moins facile qu'un moteur à essence? Alors c'est très très facile, même moi qui ne suis pas très bon mécanicien. Entretenir un moteur électrique, il n'y a rien de plus simple. Finalement, sur votre véhicule, vous n'avez que les consommables à faire, donc les pneus et les freins. Sinon, rien à faire. Ouais, rien à faire sur le... Est-ce que vous avez fait déjà votre... Parce que vous nous avez dit, on a équipé plusieurs milliers de véhicules. Est-ce que vous avez fait votre bilan de CO2 économisé depuis la création de Noil? Alors, on l'a fait, on continue à le faire, et effectivement, c'est un impact qui est très important, puisque sur la durée de vie d'un véhicule, on va pouvoir économiser un paquet de CO2, et surtout éviter la production d'un autre véhicule qui est aussi très consommateur de CO2, sans compter le transport, puisqu'en général, ces véhicules neufs ne sont pas faits en France. Oui, c'est évidemment une alternative à l'achat d'un scooter neuf. On a reçu des marques de scooters électriques ici, et c'est vrai que le secteur il souffre en ce moment. Est-ce que vous le ressentez aussi ou pas du tout? Alors non, nous, de notre côté, c'est plutôt quelque chose qu'on ne ressent pas, puisqu'on vient capitaliser sur des véhicules qui existent déjà. Donc par exemple, on va faire des cyclomoteurs anciens qui dorment dans des granges, dans des caves depuis de très nombreuses années. Et nous, on permet simplement de le valoriser à coût assez faible, donc de proposer un moyen de se déplacer, de mobilité à bas coût et rapidement. On ne le sent pas du tout. Il y a des subventions, c'est-à-dire qu'on peut, quand on passe à l'électrique, obtenir des subventions qu'on aurait aussi en achetant un scooter électrique? Alors on en a même plus qu'en achetant un scooter électrique, puisqu'il y a la prime à la conversion qui est restée en place en 2025 pour la conversion d'un véhicule 2 et 3 roues thermique à l'électrique. C'est une prime de 1 100 € que nous on déduit directement de la facture de nos clients pour qu'ils aient rien à faire et qu'on s'occupe de tout. Donc ça veut dire que les 1 300 dont vous parliez, c'est prime déduite. C'est prime déduite, on est bien d'accord. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Noil et bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!